Vous écoutez, on lit pour vous. Les tiques. Un dossier de Pauline Gravel paru le 16 juillet 2026 dans Le Devoir. Premier texte, les tiques ne transmettent pas seulement la maladie de Lyme. Il faut se méfier plus que jamais des tiques au Québec, car ces acariens peuvent non seulement transmettre la maladie de Lyme, mais aussi l'anaplasmose, la babésiose, l'encéphalite de Powassan et la fièvre récurrente, entre autres maladies. Le nombre de Québécois qui ont contracté l'anaplasmose a d'ailleurs augmenté ces dernières années. Depuis 2019, il est passé de quelques cas à une quarantaine par an. L'anaplasmose est causée par la bactéria Anaplasma phagocytophilum, qui peut être transmise par la piqûre d'une tique à pattes noires, Ixodes scapularis, infectée. Contrairement à la maladie de Lyme qui engendre généralement une éruption cutanée rouge en forme de cible qui s'étend progressivement autour de la morsure, l'anaplasmose n'a pas de symptômes aussi caractéristiques. 1 à 2 semaines après la piqûre, la personne infectée pourra souffrir de fièvre, de frissons, de céphalées, de myalgie, de malaises gastro-intestinaux, rien de précis donc. Dans un article publié lundi dernier dans le journal de l'Association médicale canadienne, des chercheurs de l'hôpital d'Ottawa décrivent le cas d'un patient de 79 ans qui s'est présenté à l'hôpital en raison d'une grande fatigue, de frissons et d'une faiblesse généralisée ayant causé une chute. Durant les jours suivant son hospitalisation, on a relevé une baisse anormale du nombre de ses cellules sanguines et immunitaires, mais aussi l'apparition de maux de tête, d'une hypoxie et, plus grave encore, d'une myocardite aiguë, une inflammation soudaine du muscle cardiaque qui diminue sa capacité à pomper le sang. Vu ces symptômes et le fait que le patient avait récemment travaillé en forêt, on a suspecté l'anaplasmose ou la babésiose, deux maladies transmises par les tiques. Des tests sanguins ont confirmé qu'il s'agissait d'une anaplasmose et la maladie a été soignée par un traitement antibiotique à la doxycycline. Les auteurs de l'article recommandent d'ailleurs vivement d'administrer ce médicament avant même la confirmation du diagnostic, car l'anaplasmose peut entraîner des complications graves en l'absence de traitement. De la détresse respiratoire, une insuffisance rénale ou une méningoencéphalite peuvent notamment survenir chez les patients plus âgés ou atteints de maladies chroniques, comme le diabète. Vigilance en Estrie et en Montérégie. Bien moins fréquente que la maladie de Lyme, l'anaplasmose connaît tout de même une augmentation au Québec. Selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec, 40 cas d'anaplasmose ont été déclarés aux autorités de santé publique en 2024, dont 37 acquis au Québec, surtout en Estrie, 29 cas, et en Montérégie, 4 cas. Les régions de la Mauricie, centre du Québec, de l'Outaouais, des Laurentides et de Montréal ont rapporté 1 cas chacune en 2024. L'équipe du laboratoire de recherche Une seule santé de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal collabore au réseau de surveillance des maladies transmises par les tiques au Québec. Elle ratisse l'Estrie et la Montérégie depuis 2019 et a ainsi été témoin de la croissance du nombre de cas d'anaplasmose à partir de 2021. On a testé des tiques rétrospectivement qu'on avait collectées en 2019, 2020, 2021. Et on s'est rendu compte qu'en Estrie, la prévalence d'infection par Anaplasma phagocytophilum chez les tiques est passée de 1% à environ 9,5%. Donc, oui, il y a une émergence, mais évidemment, ça fluctue toujours avec les années, précise le vétérinaire épidémiologiste Jean-Philippe Rochelot, co-directeur du laboratoire. M. Rochelot souligne aussi le fait que la touche d'Anaplasma phagocytophilum qui affecte les humains touche également les animaux domestiques, comme les chats, les chiens et les chevaux, mais pas le cerf de Virginie, qui est quant à lui la cible d'un autre variant de la bactérie qui ne cause pas de maladie chez l'humain, d'après les connaissances actuelles. D'autres maladies. Les membres du laboratoire ont aussi mené des investigations sur la babésiose, une maladie parasitaire également transmise par les tiques, qui infecte les globules rouges et provoque fièvre, grande fatigue et parfois des difficultés respiratoires chez l'humain.
Ils ont trouvé peu de ces parasites sur les cerfs de Virginie de l'Estrie, indique M. Rochelot, qui précise que la souche qui infecte les cerfs ne rend pas nécessairement malade l'humain. On a néanmoins compté 2 cas de babésiose acquis en Estrie en 2024. Les malades étaient âgés de plus de 60 ans et l'un d'eux a été hospitalisé. 2 autres pathologies peuvent être transmises par les tiques, l'encéphalite de Powassan et la fièvre récurrente, mais les cas sont extrêmement rares, affirme M. Rochelot. L'encéphalite de Powassan est causée par un virus transmis par une tique à pattes noires, une tique des marmottes ou une tique des écureuils infectés. Mais très peu de tiques sont porteuses du virus selon l'Agence de la santé publique du Canada. Néanmoins, 2 cas d'encéphalite de Powassan ont été déclarés en Mauricie, centre du Québec, en 2024. Aucun cas de fièvre récurrente n'a été rapporté en 2024 au Québec. Un article paru lundi dans le journal de l'Association médicale canadienne fait par contre état d'un homme de 51 ans, atteint de fièvre, de frissons, de céphalée, de difficultés respiratoires, de malaises gastro-intestinaux, d'éruptions au bras et de visions troubles après avoir été mordu par des tiques en jardinant dans une zone rurale de la Colombie-Britannique. Des examens médicaux ont finalement conclu qu'il souffrait d'une fièvre récurrente causée par 2 bactéries du genre Borrelia, transmises par une tique molle, Ornithodoros infectée. Contrairement aux tiques dures, comme Ixodes scapularis, qui transmettent la maladie de Lyme et l'anaplasmose, les tiques molles sont extrêmement rares au Québec. Vous écoutez Les tiques, un dossier de Pauline Gravel, paru le 16 juillet 2026, dans Le Devoir. Deuxième texte. Comment les tiques transmettent-elles des maladies en forêt? Le processus par lequel les tiques contractent des pathogènes et qu'elles les transmettent aux humains a été mis en lumière par des chercheurs de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Fort de ces informations, ces chercheurs expérimentent maintenant des mesures de prévention visant à nous protéger des infections, la maladie de Lyme et l'anaplasmose, qui découlent de leurs piqûres. Afin de déterminer comment les tiques acquéraient ces pathogènes en Estrie, les chercheurs ont capturé des animaux vivant dans les forêts de cette région qu'ils ont brièvement anesthésiés afin de prélever de leur sang, de procéder à des biopsies de leurs oreilles et de collecter les tiques qui étaient attachées à leur peau. La vétérinaire Raphaël Audet-Legault, qui a réalisé ce projet de recherche, a ainsi noté que les tamias rayés étaient particulièrement nombreux à être porteurs de bactéries pathogènes pour l'humain. Elle a relevé des taux d'infection par la bactérie Anaplasma phagocytophilum responsable de l'anaplasmose de 60 à 70% chez ces petits rongeurs. Elle a également constaté que les souris à pattes blanches constituaient le second réservoir en importance de cette bactérie. Les chercheurs ont aussi remarqué que ces 2 espèces de petits mammifères sont aussi les plus grandes responsables de la transmission de la bactérie Borrelia burgdorferi qui cause la maladie de Lyme. Plusieurs autres espèces animales, telles que les musaraignes et les campagnols, sont impliquées dans ces cycles de transmission, mais à moindre échelle, ajoute Jean-Philippe Rochelot, vétérinaire, épidémiologiste et professeur à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Qu'en est-il des cerfs de Virginie qu'on a souvent accusés d'être porteurs de la maladie de Lyme? Les cerfs ont été incriminés avec raison pour avoir amené de très grandes populations de tiques dans nos régions. Mais ce ne sont pas eux qui portent et transmettent l'infection, souligne-t-il, avant d'expliquer plus précisément la chaîne de transmission de l'infection. Le cycle des tiques. Les tiques adultes se reproduisent et pondent des milliers d'œufs sur le cerf de Virginie, explique le professeur Jean-Philippe Rochelot. Ils traversent ensuite 3 stades, ceux de larves, de nymphes et d'adultes. Les œufs et les larves ne portent pas de bactéries pathogènes. Ce n'est que lorsque les larves se nourrissent pour se muer en nymphes qu'elles risquent d'acquérir ces pathogènes si elles se gorgent du sang d'un petit mammifère infecté, par exemple. Une nymphe infectée de cette manière le restera à l'âge adulte. Une nymphe peut aussi devenir infectée en prenant le repas de sang qui lui permet de se transformer en adulte. Enfin, les femelles adultes consomment un dernier repas
avant de pondre leurs œufs. Ce sont donc seulement les piqûres de nymphes et d'adultes infectés qui peuvent nous contaminer, nous, les humains. Mais comment larves, nymphes et adultes trouvent-ils l'animal sur lequel ils se nourrissent? Les larves vont grimper sur la bordure d'une feuille morte ou sur une plante très basse, puisqu'elles sont sensibles à la déshydratation. Une fois qu'elles se sont accrochées à la peau d'un animal, les larves se gorgent de son sang, puis retombent au sol. Plusieurs mois passeront avant que sa mue s'opère. Les nymphes, quant à elles, se mettent en quête de nourriture en grimpant un peu plus haut dans les plantes, car elles sont un peu plus résistantes que les larves. Les adultes, pour leur part, peuvent monter jusqu'à 70 cm du sol. Les pattes antérieures de ces tiques adultes repèrent leurs possibles hôtes en détectant le CO2 dégagé par leur respiration ainsi que leurs mouvements à proximité de la plante sur laquelle elles sont posées. Elles s'accrochent très efficacement à nous et en général elles vont grimper sur nous jusqu'à ce qu'elles trouvent un endroit où elles peuvent piquer, mais cela leur prend un certain temps. La tique cherche un peu avant de prendre son repas, fait remarquer Jean-Philippe Rochelot. D'où le fait que si on détache la tique de notre peau, moins de 24 heures après que la tique s'est accrochée sur nous, le risque est presque nul qu'il y ait eu transmission de la bactérie responsable de la maladie de Lyme. Ce laps de temps serait par contre moins long pour la bactérie responsable de l'anaplasmose. Et si la tique doit grimper longtemps sur des vêtements et qu'elle ne trouve pas nécessairement une surface de peau intéressante en temps voulu, elle va peut-être se laisser tomber. Et si en plus on a appliqué du chasse-moustique sur nos vêtements, ce dernier la repoussera et elle se décrochera encore plus rapidement, poursuit le vétérinaire qui démontre ainsi le bien fondé des consignes de prévention. Piste de prévention. Grâce à cette meilleure compréhension des cycles de transmission, les chercheurs ont expérimenté des interventions de prévention. Une première, effectuée en Estrie et en cours en Montérégie, a consisté à introduire dans la nature de petites boîtes à appât pour rongeurs qui constituent un grand réservoir de bactéries transmissibles par les tiques, dans lesquelles on a déposé des acaricides, des médicaments vétérinaires qu'on donne aux chiens et chats pour se débarrasser des tiques. Quand les tiques vont se nourrir sur les mammifères qui ont consommé ces acaricides, elles meurent. On a obtenu des résultats intéressants, mais on est encore loin d'un produit qui serait commercialisable, affirme M. Rochelot. Aussi, dans le cadre du projet Parc en santé, on a combiné des appâts d'acaricides ciblant les souris et les tamias à l'aménagement d'exclos empêchant les cerfs de Virginie de pénétrer dans certains territoires, afin de voir si, en contrôlant ces trois espèces, on infléchit le cycle de transmission ou s'il perdure malgré tout à cause d'autres espèces animales, explique le chercheur. Ce projet se base sur l'hypothèse selon laquelle, si on empêche le cerf de Virginie d'aller sur un certain territoire, on diminue en théorie la population de tiques dans celui-ci. Et si les tiques, qui y sont déjà, meurent en se nourrissant sur des tamias et des souris traitées aux acaricides, il ne restera plus qu'un très petit nombre de tiques non infectées dans l'environnement. C'était Les tiques, un dossier de Pauline Gravel, paru le 16 juillet 2026 dans Le Devoir. Quand l'été déborde. Une chronique de François-William Croteau, parue le 8 juillet 2026 dans Le Devoir. On aime l'été à Montréal. Les terrasses pleines, les enfants qui courent dans les jeux d'eau, les déménagements qui transforment les trottoirs en brocante à ciel ouvert, les orages qui éclatent sans prévenir. C'est le charme un peu chaotique de juillet. Cette année, disons que le charme a les cheveux collés dans le front. On a chaud. Il pleut fort et les égouts débordent. La ville demande de réduire la consommation d'eau et les collectes de déchets ont peine à suivre le grand déménagement du 1er juillet.
Pendant ce temps, les infrastructures vieillissent. Les finances municipales tirent de la patte et les contribuables se demandent combien de temps encore la facture pourra être repoussée. Bref, l'été montréalais nous rappelle à la dure que ce qui déborde finit toujours par coûter quelque chose à quelqu'un. On peut bien continuer à gérer ces épisodes comme une série de petits irritants saisonniers. Un appel au 311 par-ci, une communication de sensibilisation par-là, une collecte spéciale, un avis d'économie d'eau, quelques camions de plus quand c'est possible, puis on passe au prochain sujet. Mais à force de traiter chaque problème comme un accident isolé, on évite de regarder ce qu'ils ont en commun. Nous consommons des services publics essentiels comme s'ils étaient infinis. L'eau potable ne tombe pas magiquement du robinet. Les déchets ne disparaissent pas par enchantement le matin de la collecte. Les égouts ne sont pas des gouffres sans fond capables d'avaler toutes nos mauvaises habitudes. Rappelons aussi que les rues, les conduites souterraines, les usines de traitement, les écocentres et les camions ne se paient pas avec de bons sentiments. C'est là que l'écofiscalité devrait entrer sérieusement dans la conversation municipale. Pas comme une punition ou comme une taxe de plus lancée au hasard dans le grand chaudron des finances publiques. Plutôt comme un outil de lucidité collective. En se disant que ce qui coûte plus cher à la collectivité, ce qui use davantage les infrastructures ou ce qui nuit à l'environnement, devrait être davantage assumé par ceux qui en sont responsables. Prenons l'eau. On peut bien demander aux citoyens d'éviter d'arroser l'asphalte en pleine canicule, ce qui demeure un excellent conseil à ceux qui espèrent encore voir fleurir leur entrée de garage. Mais si l'eau est toujours perçue comme une ressource sans prix réel, il ne faut pas s'étonner que les comportements changent lentement. Des compteurs d'eau, oui, je sais, les fameux compteurs d'eau, bien pensés, bien encadrés, avec une tarification progressive et des protections pour les ménages vulnérables, pourraient nous aider à mieux comprendre notre consommation et à réduire le gaspillage. De la belle donnée aussi pour de futurs projets d'intelligence artificielle, IA. Même logique pour les déchets. Montréal devrait passer à une collecte des ordures toutes les 2 semaines sur l'ensemble de son territoire d'ici la fin de 2027. On peut attendre que la grogne éclate, ou on peut profiter de cette transition pour ouvrir un vrai chantier sur la réduction à la source. Par exemple, établir un volume annuel de déchets inclus par ménage, puis tarifer les excès. Pas pour punir la famille qui jette un sac de trop après un dégât d'eau ou un déménagement, mais pour envoyer un signal clair. Moins on produit de déchets ultimes, moins on coûte cher à la collectivité. Naturellement, le diable est dans les détails. Il faudra éviter de pénaliser injustement les familles nombreuses, les locataires qui ne contrôlent pas toujours leurs équipements, les personnes malades ou les ménages qui vivent dans des immeubles mal adaptés au tri. Il faudra aussi s'assurer que les revenus soient consacrés aux services visés. Si l'argent provenant de l'eau retourne à l'eau, si l'argent provenant des déchets sert à réduire les déchets, l'acceptabilité sociale devient moins hypothétique. Le vrai problème, c'est que notre fiscalité municipale repose encore trop largement sur la valeur foncière. On taxe surtout ce que vaut un immeuble, beaucoup moins ce qu'il coûte réellement à la collectivité. Or, 2 propriétés de même valeur peuvent avoir des répercussions très différentes. L'une peut gérer son eau de pluie, réduire ses déchets, planter des arbres et contribuer à la résilience de son quartier. L'autre peut minéraliser son terrain,
gaspiller l'eau potable, produire des montagnes de déchets et aggraver les îlots de chaleur environnants. Pourtant, notre système fiscal les regarde trop souvent avec les mêmes lunettes. Il ne s'agit pas de tout tarifer, ni de transformer la vie urbaine en machine distributrice. Il s'agit de mieux aligner nos revenus avec nos objectifs. Si nous voulons moins de gaspillage, moins de déchets, moins de débordements, moins d'îlots de chaleur et des infrastructures plus résilientes, il faut que notre fiscalité encourage ces résultats. L'été est encore jeune, et il y aura d'autres journées de canicule, d'autres orages violents et d'autres trottoirs encombrés de divans fatigués. On peut s'en plaindre, naturellement. C'est aussi une tradition montréalaise. Mais on pourrait aussi profiter de ce joyeux désordre pour poser une question plus sérieuse. Et si on faisait payer un peu moins ceux qui prennent soin de la ville et un peu plus ceux qui la font déborder? C'était Quand l'été déborde, une chronique de François-William Croteau, parue le 8 juillet 2026 dans Le Devoir. L'espoir qui peut naître du doute. Un éditorial d'Alexandre Petitclerc, paru le 13 mai 2026 dans Droits et Libertés. Entre les attaques répétées contre l'état de droit et la démocratie, ici comme ailleurs, sans oublier les guerres qui se multiplient aux quatre coins du monde, les derniers mois nous obligent à nous questionner sérieusement sur la portée politique du langage des droits humains. Notre impuissance paraît de plus en plus grande et invoquer le respect des droits humains semble souvent de plus en plus vain. Bien sûr, nous ne remettons pas en question le besoin de lutter pour un monde plus juste, mais force est de constater que le doute quant à notre pouvoir collectif de changer les choses s'accentue. Je parle ici d'un doute éthique sur les manières d'y parvenir, sur la bonne action à faire, les mots à employer et les personnes avec qui s'allier. Individuellement ou collectivement, ce doute s'installe et accompagne la mobilisation politique à un niveau ou à un autre. Pouvons-nous l'ignorer, nous en débarrasser ? À la Ligue des droits et libertés, nous croyons fermement qu'il faut, au contraire, s'y confronter pour pouvoir continuer à lutter et à lutter ensemble. Garder espoir grâce au doute plutôt que malgré lui. Voilà peut-être notre point de départ. Car douter, être incertain ou incertaine de savoir ce qui est juste, n'est pas un défaut qui nuit à la lutte, mais une de ses conditions. Cela impose un refus de la certitude, ouvre un espace d'écoute et soutient les dialogues qui rendent la démocratie possible. Le doute ne nous affaiblit pas, il fait que nous nous engageons autrement. Le refuser, n'est-ce pas se ranger du côté de celles et ceux qui prétendent tout savoir ? Dans un monde où les certitudes se durcissent, il est important de continuer à douter, non pas de la dignité humaine que nous promouvons, mais des moyens employés pour parvenir à réellement changer les choses et affronter des reculs qu'on n'aurait pas cru voir de notre vivant. Douter, être incertain ou incertaine de savoir ce qui est juste, n'est pas un défaut qui nuit à la lutte, mais une de ses conditions. Douter, aujourd'hui, c'est aussi accepter de modifier l'objet même de notre réflexion, non seulement pour remettre en question nos stratégies ou nos mots d'ordre, mais pour repenser le langage même dans lequel nous formulons nos luttes, quitte à douter parfois de la pertinence du régime des droits humains. Non pour le rejeter, mais pour en éprouver les limites et ainsi développer des outils pour les dépasser. Les droits humains sont à la fois un idéal politique et une pratique. Ils prétendent à l'universalité, tout en étant inscrits dans des cadres juridiques et historiques donnés, comme l'explique bien la juriste Monique Chemillier-Gendreau dans ce numéro. On les mobilise comme des instruments politiques, mais leur capacité à transformer le réel demeure incertaine dans un monde où les rapports de force, qu'ils soient politiques, militaires ou financiers, déterminent trop souvent le cours des choses. Peut-on encore parler des droits humains comme d'un horizon commun, ou assistons-nous à une inflation de leur usage qui en fragilise la portée ? Toutes les injustices révèlent-elles du seul langage des droits humains ou certaines ne nécessitent-elles pas d'être davantage pensées autrement, dans un langage qui soit plutôt celui de la justice sociale,
de la redistribution et des structures démocratiques. S'il a une valeur morale indéniable, trop souvent, notre nécessaire dénonciation des violations des droits humains ne parvient pas à entraîner une action effective de la part des États, non plus que celle des entreprises et des individus. Que faisons-nous alors de ce langage des droits humains ? Lorsque nous dénonçons une violation de droits, nous nous référons souvent à un cadre juridique particulier, mais nous invoquons aussi une exigence morale, celle de la dignité intrinsèque de chaque personne. Dans cet écart entre le droit et la morale, le doute s'installe aussi. Il ne porte pas sur les droits eux-mêmes, mais sur la manière de les faire respecter, sur la manière de formuler des revendications qui ne se contentent pas d'énoncer des principes, mais qui transforment effectivement les rapports sociaux, sur la manière de penser l'interdépendance des droits dans un monde profondément inégal, où tous et toutes ne disposent pas des mêmes conditions pour les faire valoir. Nous ne sommes pas égaux ou égales face à ces réalités injustes. Le doute même n'est pas également distribué. Il semble qu'il est d'abord l'apanage de qui a le luxe de ralentir, d'attendre. Celles et ceux qui luttent au risque de leur propre vie ne peuvent se permettre ce luxe. Mais nous, qui disposons de temps, avons la responsabilité de douter. Pour ne pas parler à la place des autres, pour ne pas refermer trop vite ce qui doit rester ouvert. Et peut-être est-ce là, finalement, ce que nous avons à préserver, une manière de lutter qui ne cherche pas à nous protéger du doute, mais à l'habiter. Non pas pour suspendre l'action, mais pour la rendre plus juste, plus attentive, plus responsable. C'est la voie qu'a choisie la Ligue des droits et libertés depuis sa création. Elle porte cet espoir qui peut naître du doute. Elle s'efforce de ne pas céder à l'exigence de l'instantanéité. Sa force est de se mettre au service des luttes pour la défense, la reconnaissance et la mise en œuvre des droits humains, mais aussi de provoquer des réflexions collectives riches sur ce qu'elle fait et comment elle le fait. Si les droits humains doivent encore signifier quelque chose, ce n'est peut-être pas dans la certitude qui se dégage du langage qui leur est associé, mais dans l'usage que nous en faisons, un usage toujours contextuel, toujours imparfait, mais ouvert à la remise en question. Un usage où l'on accepte de ne pas tout clarifier, de ne pas tout résoudre, mais sans jamais renoncer. Dans cette optique, douter n'est ni un luxe que l'on ne s'accorde que lorsque tout va bien, ni un frein à la lutte. C'est une manière de rester solidaire et de maintenir vivante cette exigence minimale, mais fondamentale, celle d'un égal respect des droits humains pour tous et toutes. C'était « L'espoir qui peut naître du doute », un éditorial d'Alexandre Petitclerc, paru le 13 mai 2026 dans Droits et Libertés.